Nous sommes ici réunis pour un temps de réflexion sur l'avenir des territoires ruraux. C'est non seulement un temps de réflexion, mais c'est aussi un temps d'action à travers la mobilisation de l'opinion publique, parce que derrière ça, l'enjeu est de mobiliser l'opinion publique et de sensibiliser les partenaires et les pouvoirs publics sur les territoires ruraux et sur leur avenir. On est parti au fond de deux constats. Le premier est démographique, simplement. Il y a 11 millions aujourd'hui de ruraux en France. Il y a entre 8 et 10 millions de citadins qui ont un projet de vie à la campagne, qui souhaitent venir chez nous. Et c'est nouveau, hein, l'exode urbain a succédé à l'exode rural. Et on est, l'espace rural dans son ensemble, la destination privilégiée des touristes, qu'ils soient français ou européens notamment. Premier élément de constat. Second élément qui, au fond, a amené à cette réflexion, c'est que les uns et les autres, on s'est mobilisés ces dernières années extrêmement fort pour protester, pour manifester. Un des enjeux de ce travail autour du fameux bouclier rural maintenant était de remettre au cœur du débat public la question de la campagne en France, parce qu'elle est essentielle. On a besoin de muscler notre texte, de l'enrichir, de l'ouvrir le plus largement possible à la réflexion des uns et des autres. Donc ces trois pistes, la première, c'est bien évidemment la question des services publics. Deuxième point important de notre affaire, c'est la question économique. Renouveler le partenariat bancaire. Troisième point, comment on invente au fond l'élu du XXIe siècle ou le représentant local pour essayer enfin de faire de la politique autrement. Voilà, très rapidement brossé ce qu'est aujourd'hui le bouclier rural. On a connu, à travers les différentes fermetures de services publics successives que vous avez tous connues, et on a vécu toujours en résistance. Aujourd'hui, nos relations avec l'État sont plus que tendues puisque nous ne participons plus à aucune réunion à l'initiative de la préfecture et que nous n'invitons plus le préfet ou ses représentants dans aucune de nos réunions. Et cela, c'est l'ensemble des maires, toutes tendances politiques qui le font. Vous savez, si les ruraux ne prennent pas en main leurs propres problèmes, je ne crois pas beaucoup que ce seront les instances parisiennes qui le feront. Édictons des règles simples en ce qui concerne l'État lui-même. Il faut que l'État puisse jouer son rôle de régulateur sur un certain nombre de choses. Le bouclier rural, c'était un clin d'œil. Moi, j'ai sauté à pieds joints là-dessus quand vous m'en avez parlé à La Rochelle, parce que ça évoquait plein de choses, mais ça évoquait quoi? L'inégalité, en fait. C'était pas le bouclier rural en tant que protéger les territoires ruraux. Ce mot de bouclier rural, il voulait juste dire égalité entre les territoires. Et lorsque moi, je préfère le terme, ce que tu as évoqué avec moi tout à l'heure, c'est le problème de ruralité moderne. Alors ça, c'est franchement quelque chose qui parle aux gens. C'est cette histoire de ruralité moderne. Sur quelle dynamique les territoires ruraux s'engagent et souhaitent s'engager, hein, par exemple, dans les 10 ans qui viennent. Quelles sont les nouvelles activités qui apparaissent, quels sont les désirs aussi d'installation d'entreprises. Et la question sous-jacente derrière, qui pour le coup peut se traiter en matière de proposition de loi, c'est de quels instruments on a besoin pour pouvoir réussir. Il y a deux exemples en France, historiquement, par rapport à la même démarche. La loi montagne et la loi littoral. Ça s'est traduit concrètement pour deux régions françaises dans lesquelles vous êtes cités, la Bretagne et le Massif central. Donc ces deux lois, elles ont une historique. L'une est très environnementale par rapport au littoral, l'autre est beaucoup plus de développement global et harmonieux tel que la loi montagne. On est absolument capable dans une loi de baser un lieu avec un revenu fiscal. On est absolument capable, on a des outils modernes du XXIe siècle. Donc une loi peut être beaucoup plus efficace au sens de l'explication législative qu'elle n'était dans les années 60, uniquement basée sur la cartographie. Un point qui est important à rappeler, c'est qu'en même temps, et j'en terminerai là, des élus comme aujourd'hui se sont fédérés pendant de longues années, mais c'est clair aujourd'hui, dès les années 60-62, a été créée une dynamique, et je pense qu'il faut le dire, ce combat d'expression d'une réalité au XXIe siècle, c'est la ruralité au XXIe siècle, même s'il faudra 2 ans, 4 ans pour la faire, c'est la même démarche qu'à un moment donné, il fallait pour la loi montagne. Sur le littoral, c'était différent, puisqu'il y a une pression sociale de préserver la montagne pour les vacances. Donc le rapport a été très différent, il a été un peu différent. Mais les outils qui se sont sortis de là, pour l'infrastructure, la fiscalité, toute une logique, je dirais macroéconomique et bien sûr politique, a été au rendez-vous par rapport à ça. Je crois qu'en effet, et ça a été dit, la ruralité est maltraitée. On le sent bien, nous, au Sénat, qu'il y a une division entre les élus ruraux et les élus urbains qui n'ont pas tout à fait les mêmes lignes de pensée. Sur 2 points importants, l'éducation et les hôpitaux, l'insécurité sanitaire
qui règne dans les campagnes et qui va aller en s'accentuant, nonobstant la création des maisons médicales. Quand Mme Bachelot dit qu'elle va en financer 245 en France, non mais vous rendez-vous compte ce que c'est 245 maisons médicales en France, quand il faudrait multiplier par 10, par 50. Il me semble que nous aurions intérêt à associer à la ruralité tout le réseau des villes moyennes, enfin petites et moyennes, qui en fait sont des villes qui ont de la ruralité et qui ont besoin de leur arrière-pays, de la ruralité, et qui ont les mêmes risques de marginalisation par rapport aux tendances à la métropolisation que les territoires ruraux. Deuxième point très rapide, par rapport à la question des services publics, quels sont les autres services publics que nous considérons comme de base, mais aussi quelles sont les conditions de leur financement qu'on imagine. Et parmi ça, il y a évidemment Internet, on y pense tous, mais il y a aussi, enfin je suis heureuse de l'entendre dans vos bouches, il y a aussi des exigences en matière éducative et culturelle. Avec ce point de fond, qu'est-ce qu'on exige de l'État et qu'est-ce qu'on prend en charge au niveau des collectivités locales? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on imagine comme financement des collectivités locales? Mais dans notre problématique, et donc dans la réflexion qu'on a sur la réforme territoriale, la question de ce qui est garanti par l'État me paraît premier. Après, on trouvera toujours des solutions. Mais qu'est-ce qui est garanti par l'État? On va imaginer que les ZRR, par exemple, sont supprimés par Nicolas Sarkozy, puisque apparemment c'est son intention, et on va créer des zones pour la ruralité moderne, économique, par exemple, les ZRME. Qu'est-ce qu'on ferait pour que ces zones soient effectivement en développement, vivantes, modernes? Cette idée qui vient des États-Unis, c'est la suivante. Là, on s'adresse au monde bancaire, aux banques qui collectent beaucoup d'épargne dans les territoires ruraux et qui réinvestissent infiniment moins qu'elles ne collectent dans les territoires ruraux. Donc l'idée, c'est de leur donner une obligation dans la loi de réinvestir sur le territoire où ils sont présents, où ils collectent. Voilà. Donc ça pourrait être un des volets en soutien de l'économie réelle. Il ne s'agit pas de faire des projets artificiels, il ne s'agit pas de les amener à soutenir des projets qui ne soient pas viables, mais ça peut être quand même de remettre des moyens dans un tissu économique dont ils se détournent parce qu'effectivement, c'est sans doute pas le plus rentable. On ne voit jamais le tourisme comme vecteur de développement. Et on n'a pas, nous, territoires ruraux, à exclure le tourisme comme vecteur de développement économique. La montagne a su l'exploiter et les territoires ruraux doivent pouvoir l'exploiter et positivement. Je crois très franchement qu'il nous faut un grand ministère de plein exercice d'un aménagement du territoire avec à l'intérieur la politique de la ville et le développement des espaces ruraux. Ce sont les deux volets d'une même politique. On a aussi un gros enjeu de combat médiatique. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on peut gagner la bataille de l'image, ça a été évoqué par les uns et par les autres, sur la ruralité. Organisons-nous. Et je crois que faire l'union des forces, comme on essaye de le faire entre territoires ruraux, comme on a essayé de le faire aujourd'hui, on le fera, j'espère, à d'autres moments, il faut l'étendre à nos concitoyens. C'est un message qui peut être entendu. Et là, de ce point de vue-là, la ruralité, elle est fédératrice. Il faut qu'on arrive à montrer que le projet de société qu'on défend, il est totalement en phase avec ce que le monde rural veut mettre en avant. Bon, simplement, dans les villes, on ne le sait pas toujours. Bon. Mais quand on parle effectivement de vivre ensemble, de faire société, de société du bien-être, de société où on travaille aussi à l'émancipation de chacun, c'est quand même ce qu'on arrive à faire dans le monde rural, peut-être plus facilement qu'en ville. Simplement, il faut qu'on l'explique et qu'on parvienne à l'illustrer, peut-être même à le vendre. Bon, ça c'est la première chose. Donc moi, je crois que ce qu'on a derrière cette idée de bouclier rural, c'est vraiment l'organisation d'un lobbying du monde rural qui, en plus, doit se faire en bonne intelligence avec les villes. Il y a eu une politique de la ville, c'est la gauche qui l'a inventée. La gauche, elle n'a pas encore inventé une grande politique rurale. Ça, c'est clair. Mais on part de très loin. On part de très loin parce que l'idée de l'exode rural était rentrée dans les têtes, etc. Et l'inversion de tendance, elle n'a pas encore été complètement acclimatée au sein du Parti socialiste. L'inversion de tendance, c'est effectivement le choix que des millions de Français qui veulent changer de vie. C'est le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux numériques, on peut vivre et travailler dans le monde rural et que ce n'est pas un slogan, etc. Voilà. Donc je crois que dans cette période, alors il
il y a plusieurs moments dans les semaines qui viennent. Vous savez qu'on a une convention nationale sur l'égalité réelle qui est en train de se rédiger. Bon, donc on a mis le bouclier rural dans les textes de la convention. Il faut veiller jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'il faut que nos fédérations ne soient pas avares d'amendements sur cette question-là. S'il y a une dizaine de fédérations qui, ensemble, déposent une contribution et font un amendement sans en faire une littérature infinie sur le bouclier rural, on saura le porter jusqu'au bout. Voilà, on est à ce moment-là, c'est le moment charnière où ça bascule. On a quelques mois, c'est pas, il y a des moments dans la vie, c'est pas parce qu'on a essayé des trucs depuis 10 ans que ça n'a pas toujours marché qu'il n'y a pas maintenant une fenêtre de tir. Moi, je la place là, on a 12 mois. Convention, proposition de loi, programme présidentiel. Et demandons aux candidats des primaires, demandons aux candidats des primaires au sein du PES de s'engager sur le bouclier rural aussi. Voilà, moi j'ai pas de